12 janvier 2010. L'idée française. L'idée française autour de laquelle nous devrions nous rencontrer ne va plus de soi. Mais je le demande. Y a-t-il désormais une idée allemande ou anglaise, ou espagnole ou italienne ? Et Dieu sait si chacun de ces pays a connu un glorieux moment de civilisation. N'en va-t-il pas des peuples comme des individus ? Ne connaissent-ils pas un développement comparable, passant tour à tour de l'enfance à l'adolescence et de l'âge adulte à la vieillesse ? À quel instant de leur courbe vitale les peuples se font-ils le mieux entendre ? Chacun d'eux vit une heure privilégiée de la longue histoire des hommes. À toutes les Frances que proposent les historiens, j'ai la faiblesse de me reconnaître dans la France médiévale, France de foi et de ferveur, de préférence à la France de la Renaissance, à la France de la Révolution, à la France de la laïcité, même si j'admire le génie inventif de ce peuple, auquel j'appartiens par toutes mes fibres. Dû-je me répéter, je suis convaincue que le socle le plus granitique sur lequel repose l'identité nationale est la religion. C'est un vaste débat, je le sais, mais il n'est que de regarder l'invention de Vercingétorix par Jules Michelet pour faire pièce à l'historiographie classique, qui voyait dans Clovis le premier roi de France et son baptême comme celui de la France, pour combattre que deux histoires ne cessent de s'écrire. Une histoire catholique et monarchiste d'un côté, et de l'autre, une histoire qui surgit des profondeurs d'un peuple, le conduira de soubresaut en soubresaut, à la pleine conscience de ses forces et de ses talents, à la pleine lumière de la laïcité et des droits de l'homme. N'oublions pas en effet que, sans Jules César et sans ses commentaires sur la guerre des Gaules, nous n'aurions gardé aucun souvenir de ce jeune Auvergnat nommé Vercingétorix, qui, loin de défier son vainqueur, ainsi que le dépeint Lionel Royer en un tableau célèbre de 1899, jetant ses armes aux pieds de César, est abandonné par les Gaulois en échange de la levée du siège d'Alésia. Par pente, j'incline à penser que le baptême de Clovis, son ralliement à l'Église catholique, son combat acharné contre la foi arienne ont ancré la France dans une culture judéo-chrétienne et gréco-latine, l'une n'allant pas sans l'autre, qui dessinera à jamais l'esprit français. En tout cas, je note en passant que l'historiographie républicaine commence par un mensonge. Ce Vercingétorix vaincu et glorieux alors qu'il est livré aux Romains par ses partisans. Se pose ici une question. 3 pays de l'Europe du Sud, la France, l'Italie et l'Espagne, ont eu la religion catholique pour gémitrix. Comment se fait-il que leur caractère diverge à ce point ? On connaît le mot de Cocteau. Les Italiens, ce sont des Français, mais en plus gais. Sur cette lancée, je serais tentée de dire que les Espagnols sont des Français, mais en plus fiers. Bref, ces caractères proviennent-ils des Celtes, des Celto-Ligures et des Celtibères ? Si tel était le cas, cela signifierait-il que les peuples fondateurs doivent être tenus pour le socle initial de l'identité nationale, la religion arrivant en second ? D'interrogation en interrogation, l'affaire se complique. Et nous n'en sommes qu'au début, c'est-à-dire au premier balbutiement de l'idée française. Y eut-il seulement une idée française, une manière d'être très particulière, ou au contraire une idée de la France ? De quelque côté que je me tourne, il me semble me heurter à des rois ou à des présidents qui ont essayé, chacun à sa façon et selon son époque, de porter le plus haut possible une certaine idée de la France, pour m'exprimer comme le général de Gaulle. Ainsi, d'Henri IV, le bon roi Henri, si bon que dans ma famille paternelle, tous les aînés étaient prénommés Henri, en témoignage d'admiration et de gratitude. Ainsi de François Ier, le grand renaissant, qui n'hésita pas à s'allier à Soleiman le Magnifique contre le Habsbourg Charles Quint. Ainsi de Louis XIV, évidemment, mais aussi de Napoléon Ier, mais encore de Gaulle. Peut-être ont-ils tous en commun cet amour de la France qu'on nous inculquait autrefois à l'école primaire, France, mère des arts, des armes et des lois.
s'écriait Joachim du Bellay. M'impressionne encore la parfaite gradation, qui commence par les arts, passe par les armes et se termine par les lois. Tout n'est-il pas dit de la sorte de cette France tant aimée, qui se donne, parce qu'elle a de meilleur, le talent, le courage, la droiture. À mesure que je remonte et descends le cours du temps, bouleversant voyage immobile au centre de moi-même, je crois bien que les politiques ont intérêt à diviser notre peuple pour régner. Les factions, les partis, les sociétés de philosophie, et nous voici requis, séances tenantes, de choisir, de prendre parti, sans voir que choisir l'un se fait contre un autre, en tout cas au détriment d'un autre, et que prendre parti conduit à aliéner une part de sa liberté. Et si la France exigeait le contraire, un abandon de tout l'être, dans l'ordre du temporel bien sûr. Il y a un instant, j'écrivais préférer à toute autre époque la médiévale. Cela est vrai dans l'ordre spirituel, et le sourire qui adoucit les anges de la première Renaissance carolingienne justifie la respectueuse admiration que je ne cesse de nourrir pour ce grand élancement des pierres et des prières qui marqua ce haut moment. Devrais-je pour autant me détourner de Guillaume Budet, de Marcille Ficin, de Pic de la Mirandole, d'Erasme ou encore de Montaigne ? Devrais-je m'interdire de saluer l'extrême intelligence qui prévaut en ce XVIe siècle ? Du même coup, même si m'afflige encore le recours incessant à la mythologie, à l'histoire grecque ou romaine, devrais-je me priver de me mettre en bouche et en plume en lisant et relisant à satiété Racine, le cruel Racine, et Corneille, le courageux Corneille, et enfin notre maître à tous, La Fontaine, le juste La Fontaine. Ainsi va le temps. Ainsi vont les fleurs et les fruits. Aimer la France, c'est aimer, c'est remercier, c'est admirer, c'est pleurer et rire à la fois devant tant de talent, tant de dons, tant de bonheur. Et Musset n'est pas loin, non plus que Vigny, en attendant Balzac, Hugo et le cher Rimbaud. De Musset se distique « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Deux vers qui m'aident à traverser les ans, les âges, et que je m'applique autant que je les applique à la France, compagne bien-aimée. Car enfin, que devient-elle en ces jours difficiles ? J'ai essayé de raconter dans mes romans le destin français. Peu de lecteurs se sont avisés que, dans la plupart, le personnage principal était la France, bien qu'elle ne fût pas nommée. Sans doute, ce qui pesa le plus sur moi fut l'effondrement du pays en juin 1940. J'avais alors 8 ans. J'en suis encore à me demander comment il se fit que la France et l'Angleterre, ayant déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, à la suite de son invasion de la Pologne, notre état-major, commandé par le général Gamelin, surnommé la Gamelle, eût entendu l'arme au pied que Hitler eût vaincu la Pologne, ramené ses troupes sur le Rhin et nous eût attaqués, alors que le moindre bon sens aurait voulu que, sans attendre, nous nous fussions rués sur une Allemagne en partie désarmée. Ce fut la drôle de guerre, selon le mot de Roland d'Orgelès. Voilà à quoi mène le pacifisme. J'ai raconté 100 fois le cri de louve blessé que poussa ma mère en écoutant le maréchal Pétain déclarer à la radio qu'il venait de demander l'armistice. Je crois que mon patriotisme se nourrit encore de ce cri de colère humiliée. C'en était fini d'une certaine France. Après 4 années d'une occupation unique dans notre histoire, nous allions passer de manière insensible sous la tutelle des États-Unis, en dépit de la politique du général de Gaulle entre 58 et 69. De lui, aujourd'hui, il nous reste des institutions qui continuent de nous mettre à l'abri du ridicule, même si elles sont régulièrement malmenées par des révisions constitutionnelles faites au petit bonheur la chance. À signaler sur ce chapitre l'introduction dans la Constitution du principe de précaution, dernier avatar de la démission française.
ou comment les mêmes causes produisant les mêmes effets ont rejoint, sans en avoir l'air, le pacifisme imbécile des années 30 du siècle dernier. Vive la République! Croyez-vous que, dès 1945, quelqu'un ait demandé raison à ceux qui nous avaient conduits à la défaite? Ce fut pis que tout. On se borna à juger ceux à qui un parlement composé de faillis, de couards et d'incapables fut trop heureux de remettre les clés d'une France défaite et décomposée. J'ai le souvenir de ces foules jetées sur les routes, affamées, honteuses, mitraillées par l'aviation de chasse allemande. Est-ce que toute cette honte a compté pour rien? Et ce déracinement? Et cette souffrance? Qui donc en a répondu? Personne. Admirable tour de passe-passe. Notre pauvre République pratique avec persévérance l'art du non-dit, comme il arrive dans les familles bourgeoises. À noter que les mêmes mensonges produisant les mêmes silences, on s'est évertué à exonérer de toute faute et de toute culpabilité une classe politique qui nous avait conduits à la boucherie de la Grande Guerre et qui se crut lavée de tout soupçon grâce à une victoire qui, elle-même, fut un mensonge, puisqu'aucun soldat français ne se trouvait sur le sol allemand au moment où l'Allemagne capitula. Qui le dit? Qui veut seulement garder en mémoire ces moments d'infamie? De l'histoire ancienne, me répond-on, dans un haussement d'épaules, lorsque j'évoque ces manquements à la stricte honnêteté intellectuelle. Il est vrai que j'écris ici au nom d'une génération en voie d'extinction. Alors, à quoi bon? Quelques images, les unes floues, les autres déchirées, suffisent-elles à instruire un procès à charge contre ceux qui ont détenu un jour ou l'autre la légitimité républicaine? Et pourtant, Dieu sait si je l'ai aimée, respectée, admirée, cette République. À mon secours, vous tous qui m'avez instruit dans l'art de penser, de réfléchir, au secours Platon et votre République, Guillaume Budet et vos pandectes, Jean Bodin et votre traité La République, Montesquieu et votre De l'esprit des lois. Que reste-t-il de vous? Que reste-t-il de moi?